La team, on passe à la vitesse supérieure. Voici Actu PV Podcast. Vos actus, plus proches, plus vrais, et toujours avec vous. Si vous aimez ce format, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans la situation politique assez tendue en Guinée. Une nouvelle constitution est sur les rails, enfin sur le point d'être soumise à référendum. Oui, et c'est un moment vraiment charnière pour le pays. On rappelle qu'il est dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de 2021. Exactement, une junte qui avait promis un retour à l'ordre civil, et ce projet de constitution, il est censé être la clé de cette transition. Le problème, c'est qu'il est déjà au cœur d'une, disons, vive polémique. Ce texte, il cristallise pas mal de tensions. Alors justement, pour essayer d'y voir plus clair, on a quoi comme source, Sam? On a deux choses principales. D'abord, un article du journal Le Monde, avec l'AFP, qui rapporte la réaction très ferme de l'opposition guinéenne. D'accord, et ensuite? Et ensuite, des extraits du texte officiel du projet de constitution lui-même, ceux qui ont été publiés au journal officiel de la République de Guinée, fin juin 2025. Ok, donc la réaction et le texte source. Ça devrait nous permettre de décortiquer un peu tout ça. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a dedans et pourquoi ça coince autant pour certains acteurs politiques et la société civile. C'est ça, comprendre les points de friction, en se basant vraiment sur ces documents qu'on a. Alors, allons-y. Peut-être juste un tout petit rappel du contexte. Comment on en est arrivé là déjà? Oui, c'est important. Donc, septembre 2021, coup d'État. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui est général depuis, renverse le président Alpha Condé. Alpha Condé, qui était là depuis un moment et dont le 3e mandat faisait déjà polémique, si je me souviens bien. Exactement. Donc la junte, le CNRD, arrive au pouvoir et promet de refonder l'État, d'organiser une transition pour revenir à un ordre constitutionnel normal, quoi. Et ce projet de constitution, c'est donc une étape clé de cette promesse. Une étape majeure, oui. Et d'après Le Monde, ça va assez vite maintenant. Le texte a été remis au général Doumbouya le 26 juin dernier. Et le référendum est déjà prévu. Oui, pour le 21 septembre 2025, c'est ce que dit l'article. Ah oui, c'est rapide. Ça laisse pas énormément de temps pour le débat public, j'imagine. C'est un calendrier très serré, oui. Et ça explique sans doute en partie la réaction très rapide de l'opposition. Le Monde nous dit que dès le 14 juillet, donc peu après la présentation, les forces vives de Guinée, C'est qui ça, les forces vives? une coalition assez large, des partis politiques, des syndicats, des ONG. Une bonne partie de l'opposition structurée, disons. D'accord. Et donc ces forces vives, Elles ont publié un communiqué pour dire, en gros, qu'elles rejetaient purement et simplement le projet. Pas de nuance, un rejet catégorique. carrément. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui leur pose problème précisément dans ce projet, d'après ce que rapporte Le Monde? Alors, le cœur du problème, si on suit l'article, c'est l'absence de certaines garanties. Des garanties qui, elles, figuraient noir sur blanc dans la charte de transition. La charte de transition, ça, c'était le texte mis en place juste après le coup d'État, c'est ça? La loi fondamentale temporaire. Exactement. Et cette charte contenait, selon les forces vives citées par Le Monde, des clauses d'inéligibilité très claires. Ah, voilà le point sensible. Quelle clause? Des clauses qui disaient que le président de la transition, donc le général Doumbouya lui-même, mais aussi les ministres, les membres du Conseil national de transition, l'organe législatif, Oui. eh bien, toutes ces personnes ne pourraient pas être candidates aux élections, ni nationales, ni locales, qui devaient marquer la fin de la transition. Et donc ces clauses, Elles auraient tout simplement disparu du nouveau projet de constitution. C'est ça que dénoncent les forces vives. ah oui, d'accord. Là, je comprends mieux la portée de l'accusation. Si Le Monde rapporte bien leur position, ils voient ça comme une manœuvre. Tout à fait. L'article cite même leur communiqué qui dit « Je crois que le projet n'a pour seul objectif que de satisfaire le désir du général Mamadi Doumbouya de se présenter aux prochaines élections. » C'est direct. C'est une charge très directe contre les intentions du chef de la junte. Surtout que, comme le rappelle l'article du Monde, Doumbouya lui-même s'était engagé au début à ne pas se présenter, non? Oui, il y avait eu cet engagement initial. Du coup, l'opposition perçoit ça comme un reniement, ou en tout cas comme une volonté de se créer une base légale pour pouvoir revenir sur cet engagement. Et Le Monde ajoute que certaines personnalités du pouvoir actuel soutiennent déjà publiquement une candidature de Doumbouya. C'est ça. Ce qui évidemment ne fait qu'amplifier la suspicion autour de ce projet constitutionnel, avant même qu'il soit voté. Donc un climat de méfiance assez lourd de la part de l'opposition, qui lit ce texte avec une question en tête. Est-ce que Doumbouya se prépare une constitution sur mesure pour rester au pouvoir? C'est exactement ça. C'est le prisme de lecture principal pour eux. Ok. Ça, c'est la position de l'opposition, quelque relayée par la presse.
Maintenant, si on regarde le texte lui-même, les extraits du journal officiel, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Est-ce que ça confirme ou infirme cette lecture? C'est là que ça devient intéressant, je trouve. Alors oui, plongeons dedans. Le préambule, les premiers articles, bon, ça affiche des principes assez classiques, hein. Attachement aux droits humains, démocratie, état de droit, rejet de la dictature, unité nationale, paix. L'article 2 dit que la souveraineté appartient au peuple. Des grands principes, d'accord. Souvent, c'est dans les détails techniques que ça se joue. Par exemple, la durée du mandat présidentiel. Il y a du changement là-dessus. Oui, et c'est pas anodin. L'article 44 du projet fixe la durée du mandat à 7 ans. 7 ans. Oui, 7 ans, renouvelable une seule fois, ce qui fait potentiellement 14 ans au pouvoir. Ah oui, c'est un changement notable par rapport à avant, hein. Le Monde disait 5 ans, je crois. C'est ça, on passe de 5 à 7 ans. C'est significatif. 7 ans renouvelables une fois. C'est une durée assez importante. Bon. Et alors, venons-en au cœur du sujet. Les conditions pour être candidat à la présidence. C'est l'article 45, c'est ça? Il dit quoi cet article? Exactement. Article 45. Il liste les conditions. Être guinéen de nationalité d'origine, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins 40 ans, être présenté par un parti ou une coalition, attester d'une bonne moralité, d'une intégrité reconnue, somme toute. Unis standard, oui. Mais la question clé, celle que soulève l'opposition, est-ce qu'il y a, dans cet article 45, ou ailleurs dans les extraits qu'on a, une phrase, une disposition qui parle d'une inéligibilité spécifique pour le chef de la junte ou les membres des organes de transition? Eh bien, c'est là que lecture attentive est cruciale. Dans cet article 45, et dans les autres articles fournis autour, comme ceux sur la vacance du pouvoir ou les incompatibilités, Oui. il n'y a aucune mention explicite interdisant au chef de l'État en exercice pendant la transition ou aux autres responsables de la transition de se présenter aux élections futures. Aucune. Donc, pour résumer, le texte ne dit pas « le général Doumbouya peut se présenter », mais il ne dit pas non plus « le général Doumbouya ne peut pas se présenter ». Exactement ça. Et c'est ce silence, cette absence de l'interdiction qui, selon l'opposition, existait dans la charte de transition, qui est interprétée comme une autorisation de fait, ou du moins comme la suppression volontaire d'un verrou. C'est précisément ça. La critique, elle ne porte pas tant sur ce que le texte dit, mais sur ce qu'il ne dit plus. L'argument, c'est qu'on a enlevé une barrière qui avait été posée au départ. Ok, je vois. C'est subtil, mais politiquement, c'est une bombe. On comprend mieux d'où vient la controverse. Le silence du texte est interprété comme une modification des règles en cours de jeu, potentiellement au bénéfice de ceux qui sont au pouvoir. D'accord. Au-delà de cette question très politique, est-ce que le projet contient d'autres éléments importants? Sur les droits fondamentaux, par exemple. Mais oui, le titre 2 et surtout le titre 3, des libertés, des droits et des devoirs, sont assez fournis. On trouve le droit à la vie, l'abolition de la peine de mort, mentionné à l'article 8, l'interdiction de la torture, Classique, mais important. liberté de pensée, d'expression, article 19, liberté de la presse, article 20, liberté de réunion, d'association, droit de grève, article 23, égalité homme-femme, article 25. C'est un catalogue assez complet, qui s'aligne sur les standards internationaux. Le texte dit d'ailleurs vouloir les respecter. Et l'organisation des pouvoirs, quelle forme prend l'État dans ce projet? Alors ça dessine un régime qui ressemble à du semi-présidentiel. Il y a un président de la République, chef de l'État, élu au suffrage universel direct. Pour 7 ans, on l'a vu. Voilà. Et un Premier ministre, chef du gouvernement, qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est le titre 4. Et le Parlement bicaméral, c'est-à-dire 2 chambres, une Assemblée nationale élue et un Sénat. Les extraits ne détaillent pas comment le Sénat est désigné, mais souvent, ça représente les collectivités locales. C'est l'article 91 qui mentionne les 2 chambres. D'accord. Exécutif bicéphale, législatif bicaméral. Et le judiciaire? Structuré aussi, avec plusieurs hautes cours, cour constitutionnelle, cour suprême, cour des comptes. Et il y a aussi une cour spéciale de justice pour juger le président en cas de haute trahison ou les ministres pour des infractions commises dans leurs fonctions. Ça, c'est dans le titre 5 et suivant. Donc une architecture institutionnelle assez classique sur le papier finalement. Oui, pas de grande révolution de ce côté-là, d'après les extraits.
Et est-ce qu'il y a des articles qui organisent concrètement la transition, le passage du régime actuel à ce nouveau cadre? Oui, c'est le titre VIS, dispositions transitoires et finales. L'article 196 dit que la Constitution entre en vigueur après promulgation suite au référendum. L'article 197 dit qu'elle abroge les dispositions antérieures contraires, donc notamment la charte de transition. Logique, tout en précisant que certaines lois organiques restent valides si elles ne sont pas contraires au nouveau texte. Et point important pour éviter un vide, l'article 198. Qui dit quoi? Il assure que les organes actuels de la transition, la présidence, le gouvernement, le CNT, restent en fonction jusqu'à ce que les nouvelles institutions, élues selon cette nouvelle constitution, soient installées. D'accord, ça assure la continuité de l'État si le oui passe au référendum. Bon, si on essaye de prendre un peu de hauteur sur tout ça, le tableau est assez contrasté, non? Ah oui, très contrasté. D'un côté, on a un texte. Ce texte, sur le papier, proclame son attachement à la démocratie, aux droits humains. Il met en place des institutions, relativement classiques. L'objectif affiché, c'est de clore la parenthèse militaire et de revenir à un ordre civil stable. Ça, c'est la phase technique et principe affiché. Mais de l'autre côté... De l'autre côté, ce projet est lancé dans un climat politique hyper tendu. Il contient des faits objectifs, comme l'allongement du mandat. Et surtout, il y a cette absence très très remarquée de la clause d'inéligibilité pour les dirigeants de la transition. Une absence qui nourrit directement la méfiance et le rejet d'une bonne partie de la classe politique et de la société civile, comme le montre bien la réaction des forces vives rapportée par Le Monde. Ce qui nous mène à un paradoxe assez fondamental finalement. Comment un texte qui est censé fonder un nouveau pacte social, assurer la stabilité, peut-il y arriver s'il est contesté dès le départ dans sa légitimité? Si les intentions de ceux qui le proposent sont mises en doute par autant de monde? La suspicion autour de l'éligibilité possible du général Doumbouya, ça pollue en quelque sorte tout le processus dès le début. Exactement. On voit bien la tension entre la forme, un processus constitutionnel, un référendum, un texte avec des garanties démocratiques sur le papier, et le fond politique, qui est marqué par cette suspicion, cette crainte d'une tentative de maintien au pouvoir par des voies détournées. Le droit constitutionnel, ce n'est pas juste des articles de loi, c'est aussi une question de confiance, d'adhésion. Tout à fait. L'esprit dans lequel c'est fait, le consensus que ça crée ou pas, c'est crucial. Ici, le décalage entre les principes affichés dans le texte et la perception politique dominante, il est assez frappant. Juridiquement, l'absence d'interdiction, c'est une chose. Politiquement, c'est interprété comme un signal très clair par les opposants. Donc pour résumer les points clés avant de finir, on a ce projet de nouvelle constitution en Guinée. Il propose un mandat présidentiel plus long, 7 ans, renouvelable une fois. Surtout, il n'interdit pas explicitement au chef de la junte, le général Doumbouya, de se présenter aux élections. Ce qui, selon l'opposition, les forces vives de Guinée, était pourtant le cas dans la charte de transition initiale. Les FVG rejettent ce texte et le référendum prévu en septembre. Ils y voient une manœuvre pour permettre à l'homme fort actuel de rester au pouvoir via les urnes. Une situation très complexe, oui, qui montre bien les difficultés immenses de ces transitions après un coup d'État. Et ça nous laisse avec une interrogation de fond peut-être pour conclure notre analyse. Oui, une question qui va presque au-delà du cas guinéen, même si elle est particulièrement forte là-bas. Comment est-ce qu'un processus constitutionnel, qui est censé incarner un nouveau départ démocratique, rétablir la confiance après une rupture par la force, comment peut-il réussir sa mission si, dès le départ, il est perçu par des acteurs majeurs comme étant potentiellement biaisé ou comme servant les intérêts de ceux qui sont justement issus de cette rupture de l'ordre précédent? Voilà. Quelle alchimie faut-il trouver pour que la lettre d'une nouvelle loi fondamentale, d'une nouvelle constitution, rencontre vraiment l'esprit de consensus et de légitimité partagée qui est indispensable pour qu'elle fonctionne sereinement? Une question cruciale pour l'avenir de la Guinée et qui nous rappelle bien qu'une constitution, ce n'est jamais juste une affaire de juristes. C'est avant tout un acte profondément politique. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.